Bienvenue dans le podcast Dessine-moi un divan. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, dans lequel je vous propose de vous joindre à des aventures et explorations en terre analytique. Aujourd'hui, j'aborde une nouvelle thématique. Elle porte sur un sujet qui s'invite en séance toutes les semaines, les abus sexuels. Dans l'épisode qui suit, je vais définir ce qu'est un abus sexuel et ce que cela implique de parler en termes d'abus. Car, loin de minimiser les agressions sexuelles, employer le terme d'abus, c'est au contraire montrer que les agressions sexuelles surviennent au cœur d'un réseau d'abus. Dans l'épisode suivant, nous verrons que les victimes parlent toujours et que les agresseurs s'annoncent. Nous verrons comment. Ce qui m'amènera dans l'épisode d'après à détailler la double peine, plus que double en réalité, qui va de pair avec les agressions sexuelles. Je conclurai cette thématique sur ce que cela implique de penser l'abus et de le dire. Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend. C'est parti. On ne va pas se mentir, il y a quand même plus joyeux comme thème, mais justement, la psychanalyse, c'est aussi aller voir du côté le plus violent, le plus impensable, le plus innommable et innommé de la vie d'une personne, pour pouvoir mettre en travail tout cela, pour pouvoir nommer, dire, élaborer, et intégrer à son récit ce qu'il y a de plus cruel, de plus atroce, comme ce qu'il y a de plus beau. Or, dans les abus sexuels, l'écrasante majorité du temps, il n'y a rien, absolument rien de beau. C'est une bombe atomique dans la vie d'une personne. Je disais en introduction que le sujet des abus sexuels s'invite toutes les semaines en séance. Et je n'exagère pas. J'aimerais exagérer. Ce serait franchement une bonne nouvelle pour l'humanité, qu'on ait moins à en parler en analyse. Et pourtant, c'est bel et bien ce qui se passe. Alors oui, bien sûr, il se passe parfois une journée sans que ne soit évoquée de près ou de loin la question des abus sexuels, mais c'est là une exception et non la règle. Vous aurez remarqué que, avant de parler de viol, d'attouchement, d'agression, je parle d'abus. Ce n'est pas pour minimiser, bien au contraire. C'est pour rendre compte de l'étendue de tout ce qui se passe autour de viol, d'attouchement, d'agression sexuelle. C'est pour dire qu'une agression en elle-même s'inscrit dans un contexte plus large, que ce n'est pas un élément isolé, que dans l'écrasante majorité des cas, elle s'accompagne de nombreux abus qui la précèdent et la suivent. Un abus sexuel, c'est toujours multidimensionnel. Juridiquement, en fonction de la nature des actes, ils seront qualifiés d'attouchement ou de viol, etc. et seront considérés soit comme des délits, soit comme des crimes. Il y a une sorte de hiérarchie des actes, et il sera considéré qu'il est plus grave de violer une personne plusieurs fois que de lui imposer la vision d'un film pornographique, par exemple. Dit comme ça, cela peut se comprendre. Cependant, il est impossible de hiérarchiser véritablement les traumatismes sexuels, car cela dépend de tellement de paramètres qu'il est important de ne pas sous-estimer l'impact et la violence qu'ils peuvent représenter dans la vie de celle ou de celui qui les a subis. Une agression sexuelle, quelle que soit sa nature, est toujours, je dis bien, toujours, un viol psychique. C'est toujours une effraction incommensurable du corps, mais plus encore du psychisme, de l'image qu'une personne a d'elle et de son corps. Physiquement, certaines agressions ne laissent aucune trace, quand bien même il s'agit de viols répétés dans le temps. Les plaies les plus profondes sont invisibles. Elles se logent dans la représentation que la victime se fait des relations avec les autres, de la sexualité, de son corps, de tout son être. C'est multidimensionnel. C'est une atomisation multidimensionnelle de la personne qui subit l'abus. Malheureusement, les représentations collectives qu'on se fait des agressions sexuelles sont en décalage avec la réalité, ce qui a une fonction, vous comprendrez pourquoi plus tard. Elle n'en couvre qu'une petite partie, ce qui n'est pas sans conséquence sur la manière dont les victimes se perçoivent et dont l'entourage réagit. Bien sûr, les viols à 4 heures du matin dans une rue sombre commis par un inconnu existent. Mais, bien que cela peuple l'imaginaire collectif, les films, les séries, ce n'est pas ce à quoi ressemble la majorité des agressions sexuelles. Il est difficile de réaliser des statistiques vraiment réalistes sur les agressions sexuelles, car, d'une part, très peu font l'objet de plaintes, et d'autre part, la diversité des victimes et des agresseurs ne se retrouve probablement pas assez dans les statistiques qui pourraient être réalisées par ce biais et par d'autres. D'ailleurs, parmi les dizaines de personnes avec lesquelles j'ai travaillé ou je travaille et qui ont subi des abus sexuels, celles ayant porté plainte se comptent sur les doigts d'une main, à peine. Elles ne représentent même pas une personne sur 10, pour tout un tas de raisons que je vais détailler un peu plus loin. À partir de ma pratique et de celle des analystes avec lesquels je travaille, je vais me permettre d'essayer de rendre compte d'une idée globale des âges des victimes, de leur genre, de ceux des agresseurs et des agresseuses et des circonstances. Certaines personnes que je reçois parlent au premier rendez-vous des agressions qu'elles ont subies. Pour d'autres, ce sera au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Et probablement que certaines, pour X raisons, n'en parleront jamais avec moi. Les estimations que je vais proposer sont issues de ma pratique. Je les ai croisées avec les observations des analystes avec lesquels je travaille. Et cela me permet de penser qu'elles sont plutôt représentatives des abus sexuels commis à notre époque dans notre société.
Il ressort de mes estimations qu'environ 4 personnes sur 10 ont subi des abus sexuels. Je dis des abus sexuels car parmi elles, près de la moitié ont subi des abus plusieurs fois dans leur vie, à différents âges, et qui ont été commis par des personnes différentes. Je reçois plus de filles et de femmes que de garçons et d'hommes, donc en volume, il y a plus de filles et de femmes qui sont victimes d'abus. Mais en pourcentage, sur le groupe des filles-femmes et sur celui des garçons-hommes, l'estimation reste identique. Environ 4 personnes sur 10 ont subi des abus sexuels. On peut donc penser que le nombre de victimes masculines est sous-estimé, et ce pour plusieurs raisons que je détaillerai d'ailleurs dans l'épisode suivant. 8 abus sur 10 ont lieu avant 18 ans, la moitié avant 10 ans. Donc 4 abus sur 10 ont lieu avant 10 ans. Certaines victimes sont même parfois des bébés. Les abus subis ont été répétés pour la moitié des victimes, c'est-à-dire qu'ils ont eu lieu plusieurs fois pendant des mois, voire des années. Un tiers des victimes ont subi plusieurs abus dans leur vie, qui ont été répétés à chaque fois sur de plus ou moins longues périodes. Environ 1 personne sur 10 a subi des viols collectifs. Si je résume, il semble que près de 4 personnes sur 10 ont subi des abus sexuels. La proportion filles-femmes et garçons-hommes est la même au sein de chaque groupe. La moitié des victimes ont subi des abus répétés. Un tiers ont été abusés plusieurs fois dans leur vie. 8 sur 10 avaient moins de 18 ans et 4 sur 10 moins de 10 ans. Les abus sexuels sont donc principalement commis sur des enfants et des ados, filles ou garçons. La moitié des abus sont répétés pendant des jours, des mois, parfois des années. Certains se produisent plusieurs fois dans une même vie. La question qui se pose maintenant est de savoir qui sont les agresseurs. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les agresseurs ne sont pas que des adultes, ni que des hommes. En effet, 6 agresseurs sur 10 sont des adultes, mais cela signifie aussi que 4 sur 10 sont des enfants ou des ados. Or, il est pourtant rare que l'on s'imagine que les agresseurs puissent être des enfants ou de tout jeunes ados. Enfin, 8 agresseurs sont des garçons ou des hommes, mais 2 sur 10 sont des femmes ou des filles. Là encore, il est rarement envisagé que les abuseurs puissent être des abuseuses. On dit une victime et un agresseur, rarement un victime et une agresseuse. Or, il y a bien plus de victimes garçons-hommes qu'on ne le pense, et les agresseurs sont aussi des agresseuses parfois. Leur nombre est probablement sous-estimé là aussi. 9 fois sur 10, la victime connaît bien la personne qui l'agresse, quel que soit son âge. 5 fois sur 10, les agresseurs sont des membres de la famille, cousins, père, sœur, beau-père, oncle, grand-mère, etc. 2 fois sur 10, les agresseurs sont des copains, des enfants d'amis de la famille ou des adultes amis de la famille. 2 fois sur 10, ce sont des personnes qui ont une forme d'autorité, médecins, profs, nounous. 1 fois sur 10, ce sont des inconnus. Dans les agressions subies par les adultes, dans 5 cas sur 10, l'agresseur est un amant ou un flirt. Comme j'ai commencé à le dire, si je parle d'abus, c'est pour montrer à quel point les agressions sont multidimensionnelles et que ce qui fait traumatisme va bien au-delà de l'agression en elle-même, si traumatique soit-elle. Il n'y a pas de hiérarchie dans les dimensions dont je vais parler, même si elles se déploient à des moments différents. La dimension qui arrive en premier, dans 9 abus sur 10, n'est pas constituée par l'agression sexuelle elle-même. Elle se situe en amont de celle-ci, et fait partie de ce que je nomme la double peine, dont je parlerai plus en détail bientôt. Cette première dimension est sociale et psychique. En effet, comme je le disais, 9 abus sur 10 sont commis par des personnes que la victime connaît, que ce soit enfant ou adulte. La personne qui va agresser est déjà présente dans l'entourage de la victime. Or, la victime n'est jamais un être isolé. Personne ne vit de manière isolée. Même si pour abuser d'elle, l'agresseur ou l'agresseuse va l'isoler d'une manière ou d'une autre, ou de différentes façons. L'abus commence en amont de l'agression, dans le tissu social, dans l'entourage de la victime. Non seulement car y est présente la personne qui va l'agresser, mais parce qu'y sont présentes aussi toutes celles et ceux qui ne vont pas la protéger. Il y a donc une première phase sociale et psychique dans les abus, que très souvent les victimes mettront beaucoup de temps à identifier, tellement c'est impensable. Je rappelle qu'environ 8 agressions sur 10 ont lieu avant 18 ans, et 4 sur 10 avant 10 ans. Les victimes sont donc principalement des enfants, de jeunes ados et des ados. Et elles sont donc censées être protégées par des adultes. Or, quand ce ne sont pas ces adultes qui les agressent, ce sont eux qui ne les protègent pas suffisamment des agressions d'autres adultes, ou d'enfants ou d'ados, puisque je rappelle aussi qu'environ 4 agressions sur 10 sont commises par des enfants ou des ados. Ce climat d'insécurité est déjà un abus en soi, et pas seulement de la personne qui agresse, mais de celle de l'entourage. Un enfant, un ado, croit être en sécurité, croit être protégé,
croit être dans un environnement où des adultes veillent sur elle ou sur lui et font tout pour qu'il ne lui arrive pas de malheur. Voilà que cela vole en éclats quand survient l'agression. Dans le cas des abus subis par les adultes, là encore, souvent il s'agit d'une personne connue, qui fait partie de l'entourage quotidien ou presque de la victime. Or là non plus, elle n'est pas une personne isolée, cette victime. Il y a des gens autour d'elle qui, d'une manière ou d'une autre, la laissent en danger. Les affaires d'agression sexuelle dans le milieu journalistique ou politique, pour ne citer que cela, montrent comment de nombreuses personnes, hommes et femmes, sont au courant de la dangerosité de certaines personnes, mais au lieu de dénoncer, d'écarter, de soutenir les victimes, participent activement ou passivement, pour des raisons singulières et collectives, à un environnement dans lequel continuent de se perpétrer des abus sexuels. On retrouve, comme pour les enfants et les ados, la dimension sociale et psychique des abus sexuels. Quand survient l'agression, que ce soit des attouchements, des viols ou des actes qui sont plus difficilement nommables et identifiables car à la frontière entre les deux, comme c'est le cas des agressions de femmes sur les petits garçons par exemple, l'abus est physique, évidemment, mais il est surtout psychique. Le corps vit une effraction violente, même s'il n'y a aucune violence, car la personne qui subit l'abus est effractée dans ce qu'il y a de plus intime dans son être physiquement. Mais l'effraction est également, et surtout même, je dirais, psychique. Quelle que soit la nature de l'agression, une agression sexuelle est un viol psychique. C'est une bombe atomique qui explose dans le psychisme de celle ou celui qui subit l'agression. Bien sûr, certaines agressions sont commises dans une violence parfois extrême, mais ce n'est pas là non plus la plupart des cas. Beaucoup d'agressions sont commises sans qu'il n'y ait une violence terrible, elles se produisent parfois même dans le calme, car amenées comme une forme de tendresse ou de jeu. Donc là encore, on se trouve face à une représentation à déconstruire, car non, il est faux de croire qu'une agression sexuelle rime nécessairement avec violence physique ou menace. En tout cas, menace pas comme on l'entend au sens habituel, car les menaces peuvent être très subtiles, comme du chantage affectif par exemple, et n'impliquent pas nécessairement une menace physique ou verbale violente, même si cela arrive aussi. Cela fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes mettent du temps à identifier qu'elles ont subi un abus sexuel, car ce qu'elles ont vécu est loin des représentations collectives qu'on s'en fait et des récits qui sont proposés sur la question. Il y a l'avant, il y a l'agression, et il y a l'après, que j'aborderai dans le prochain épisode. Puisqu'une personne qui subit une agression sexuelle met en place des mécanismes pour survivre psychiquement à cette bombe atomique qu'est l'agression sexuelle. L'après, ce ne sont pas seulement les secondes, les minutes, les heures qui suivent, ce sont les semaines, les mois, les années, les décennies, la vie. Et là aussi, tout ce temps est jalonné d'abus qui en rajoutent au traumatisme de l'agression elle-même et font écho à l'abus, qui constitue aussi 9 fois sur 10 l'environnement insécurisé dans lequel se trouve la victime. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.